Un moteur américain dévore l'essence comme un dinosaure affamé et, pourtant, il domine les classements des ventes mondiales. Pour la logique européenne, il s'agit d'une erreur systémique. Pour un conducteur au Texas, c'est un outil de puissance indispensable. Tandis que la moitié du monde s'obsède pour chaque goutte de carburant, l'autre célèbre le rugissement d'un V8 de 15 litres au 100. Ce n'est pas seulement un manque d'efficacité, c'est une philosophie de force brute contre laquelle l'ingénierie moderne ne peut pas rivaliser. Aujourd'hui, nous déchiffrons les 14 raisons de ce paradoxe. Allons-y. Raison 14. Gros moteur, traditionnel et culturel. Nous commençons par la raison numéro 14, et elle est fondamentale pour comprendre tout le reste. En Amérique, la philosophie du gros moteur, qu'il s'agisse d'un V8 ou d'un V6, est une tradition culturelle ancrée dans des décennies d'histoire automobile. Nous parlons de puissance pure, de couple immédiat et d'une réponse de l'accélérateur qui vous colle au siège. Alors que l'Europe embrasse les 4 cylindres turbo petits et efficaces, les Américains préfèrent la cylindrée réelle. Ils ne veulent pas de trucs technologiques, ils veulent de la cylindrée. Des V8 de 5 litres, 6 litres, même jusqu'à 7 litres sont complètement normaux sur le marché américain. Des moteurs atmosphériques qui délivrent la puissance de manière linéaire et prévisible. Sans turbo-lag, sans technologie compliquée qui tombe en panne à 80 000 km. Vous appuyez simplement sur l'accélérateur et vous ressentez toute la force immédiatement. La culture des hot rods, des muscle cars et de la NASCAR est profondément ancrée dans l'ADN automobile américain. Un gros moteur n'est ni un luxe ni un caprice. C'est un symbole de liberté et de pouvoir. La consommation de carburant est simplement le prix que vous payez pour l'expérience, et les Américains sont prêts à le payer. Un ingénieur de Détroit m'a expliqué une fois. Nous concevons pour les émotions. Les Européens conçoivent pour l'efficacité. Nos clients veulent ressentir la puissance quand ils appuient sur l'accélérateur, pas calculer combien de litres par kilomètre ils économisent. Et cette philosophie se reflète dans chaque véhicule qui sort des usines américaines. De plus, il y a un aspect pratique que beaucoup d'Européens ne considèrent pas. Un gros moteur travaillant à bas régime dure plus longtemps qu'un petit moteur forcé constamment à haut régime. Les Américains apprécient la longévité et la simplicité mécanique autant que la puissance. Raison 13. Essence historiquement bon marché aux États-Unis. Le prix de l'essence en Amérique est une fraction de ce qu'elle coûte en Europe, et cela change complètement l'équation économique. Un Américain paie environ 1,20 $ par litre, tandis qu'un Européen paie 3 € par litre ou plus. Nous parlons de plus du double du prix. La mathématique est brutalement simple, consommer 15 litres pour chaque 100 km aux États-Unis est plus économique en termes absolus que de consommer 8 litres en Europe. Les coûts relatifs sont complètement différents et cela affecte chaque décision d'achat. Historiquement, l'essence a été bon marché en Amérique pendant des décennies. Les politiques énergétiques favorisent la production domestique, les raffineries sont efficaces et les taxes sur le carburant sont basses. Les gouvernements européens, d'un autre côté, prélèvent des taxes très élevées sur l'essence pour financer les infrastructures et décourager la consommation. En Amérique, cette philosophie n'existe pas. Le consommateur américain ne ressent pas l'urgence économique d'acheter un véhicule efficace. Remplir un réservoir de 50 litres coûte 60 $. Le même réservoir en Europe coûte 150 €. Cette différence brutale change tout dans la psychologie d'achat. Quand l'essence est bon marché, l'efficacité énergétique passe au second plan. L'important est la capacité, le confort, l'espace. Un Américain peut remplir le réservoir de son pick-up 2 fois par semaine et dépenser tout de même moins en carburant mensuellement qu'un Européen remplissant son petit diesel 1 fois par semaine. Raison 12. Infrastructure, station-service omniprésente. En Amérique, il y a une station-service à chaque coin de rue. Littéralement. Vous pouvez conduire sur n'importe quelle route, autoroute ou chemin rural et vous trouverez des stations essence à intervalles réguliers. La disponibilité du carburant n'est jamais, au grand jamais, un problème. Sur de longues distances, sur les autoroutes inter-États, les stations essence sont si abondantes que la planification du ravitaillement est inutile. Vous vous arrêtez simplement quand le réservoir est à moitié vide, vous remplissez et vous continuez. Il n'y a pas de stress, pas d'anxiété. L'anxiété liée à l'autonomie qui obsède les conducteurs européens n'existe tout simplement pas en Amérique.
Les pick-ups américains ont des réservoirs de 100 litres ou plus, avec une autonomie de 600 km en ville et 800 sur route. Les Européens conçoivent des voitures avec de petits réservoirs de 40 ou 50 litres, une autonomie limitée et doivent calculer soigneusement où se trouve la prochaine station essence. La culture du road trip américaine est construite sur cette réalité. De longs voyages par la route, traversant des États entiers. Un grand réservoir et une consommation élevée ne sont pas un problème, c'est un avantage. Moins d'arrêts, plus de commodité. L'arrêt à la pompe fait partie de l'expérience, une opportunité pour s'étirer les jambes, acheter des encas et continuer. En Europe, chaque voyage se planifie méticuleusement parce que les stations de recharge ou de carburant sont plus rares, surtout dans les zones rurales. En Amérique, cette préoccupation n'existe tout simplement pas. Vous pouvez conduire de New York jusqu'à Los Angeles et vous ne serez jamais à plus de 50 km d'une station essence. Raison 11. Véhicules conçus pour remorquer et travailler. Les pick-up et SUV américains sont conçus dès le départ pour un travail réel, pas pour poser sur Instagram. Nous parlons de remorquer 5000 kg régulièrement. D'énormes caravanes, de grands bateaux, des équipements de construction, des remorques chargées. Ce n'est pas optionnel, ce n'est pas occasionnel. C'est le but principal du véhicule. Un gros moteur, une transmission robuste et une suspension renforcée ne sont pas des luxes. Ce sont des nécessités absolues. La consommation de carburant est simplement un effet secondaire inévitable de la capacité de travail. En Europe, une camionnette commerciale est petite, diesel et efficace, conçue pour des charges légères et de courtes distances. En Amérique, un pick-up est un essence V8 et puissant, conçu pour des charges lourdes et de longues distances. Le couple à bas régime est absolument critique pour remorquer de manière sûre et efficace. Un V8 américain génère 600 Nm à seulement 2000 révolutions par minute. Un 4 cylindres turbo européen a besoin de 4000 révolutions par minute pour délivrer un couple similaire. Pour le travail réel, jour après jour, le gros moteur gagne par sa durabilité et sa facilité d'utilisation. La construction avec un châssis en échelle, des essieux robustes et des composants de qualité commerciale signifie que ces pick-up sont des outils de travail durables qui durent 300 000 km ou plus. La consommation de carburant est un investissement nécessaire dans la capacité et la durabilité. J'ai rencontré des entrepreneurs qui remorquent des équipements de construction lourds 6 jours par semaine. Pour eux, un pick-up qui consomme 15 litres mais peut travailler pendant une décennie sans problème majeur est infiniment plus précieux qu'un véhicule efficace qui ne peut pas faire le travail ou qui tombe en panne à 100 000 km. Raison 10. Dimensions, véhicules et espaces larges. Les voitures américaines sont simplement plus grandes et plus lourdes que leurs homologues européennes. Ce n'est pas une exagération, c'est une différence mesurable et dramatique. Une berline américaine a la taille physique d'un SUV européen. Un pick-up américain a la taille d'un camion commercial européen de 2 tonnes. Le poids affecte directement la consommation de carburant selon les lois de la physique. Un Ford F-150 dans sa configuration standard pèse 2300 kg. Un Toyota Hilux, considéré comme grand en Europe, pèse 1800 kg. 500 kg de différence se traduisent directement en litres de carburant supplémentaire consommés tous les 100 km. Il n'y a aucun moyen de l'éviter. L'espace intérieur est une priorité absolue dans le design américain. Une cabine très large où 3 adultes de grande taille peuvent s'asseoir confortablement sur le siège arrière. Des sièges énormes avec des réglages électriques dans toutes les directions. Des coffres gigantesques qui peuvent engloutir les bagages d'une famille de 6 personnes pour 2 semaines de vacances. Les Européens sacrifient l'espace pour l'efficacité et le design compact. Les Américains sacrifient l'efficacité pour le confort et la praticité. Les routes américaines sont larges, les parkings sont grands, les garages résidentiels sont spacieux. Tout dans l'infrastructure physique permet et encourage les véhicules imposants. Les Européens sont limités par des rues médiévales étroites, des parkings minuscules et des garages où l'on peut à peine faire entrer une petite voiture. Les Américains n'ont pas ces restrictions physiques. Raison 9. Transmissions optimisées pour la puissance, non l'efficacité. Les transmissions américaines sont historiquement automatiques à 4, 5 ou 6 vitesses avec des rapports longs optimisés pour l'accélération et la puissance.
Les européennes sont à 8, 9 ou même 10 vitesses méticuleusement optimisées pour la consommation de carburant. Le convertisseur de couple traditionnel utilisé dans les transmissions américaines est doux et confortable, offrant des changements imperceptibles et une durabilité prouvée. Mais il n'est pas aussi efficace que le double embrayage européen. La priorité américaine est le confort de conduite et la durabilité à long terme. L'européenne est l'efficacité énergétique mesurée jusqu'au dernier millilitre. Cela change dans les générations récentes. Ford a développé une transmission à 10 vitesses, GM en a une à 9 vitesses. Mais même ces transmissions modernes sont calibrées de manière différente. Elles sont conçues pour délivrer une puissance douce et la sensation de conduite américaine. Une transmission européenne avec les mêmes spécifications techniques serait calibrée agressivement pour l'économie, avec des changements précoces et une recherche constante du rapport le plus élevé possible. Les rapports de transmission reflètent des philosophies culturelles différentes. Un pick-up américain sur autoroute à 120 km/h a le moteur qui tourne à 2000 révolutions par minute, confortable et silencieux. Un véhicule européen équivalent aurait le moteur à 3000 révolutions par minute, techniquement plus efficace mais plus bruyant et moins raffiné. Raison 8. Aérodynamisme sacrifié pour un design imposant. Les pick-ups américains sont essentiellement des boîtes verticales avec des calandres énormes et des rétroviseurs géants. Le coefficient aérodynamique est comparable à celui d'une brique volante, CX 0,45 ou 0,50 dans le meilleur des cas. Une berline européenne moderne affiche 0,25 à 0,28. La différence est brutale. Le design américain donne la priorité à la présence intimidante, à l'apparence robuste et à la fonctionnalité pratique sur l'efficacité aérodynamique. Le design européen suit le principe selon lequel la forme suit l'efficacité. Le design américain suit le principe selon lequel la forme suit l'attitude et la capacité. La calandre frontale énorme remplit une fonction réelle, le refroidissement du gros moteur qui génère beaucoup de chaleur. Mais c'est aussi une esthétique agressive profondément américaine. Les rétroviseurs latéraux de la taille d'assiette sont nécessaires pour voir la remorque, mais ils ruinent complètement l'aérodynamisme. La benne ouverte du pick-up est littéralement le pire cauchemar aérodynamique possible, capturant l'air et créant une turbulence massive. Chaque fabricant sait exactement combien coûte cet aérodynamisme terrible. Les ingénieurs calculent que la consommation augmente entre 20 et 30% à vitesse de croisière par rapport à un design aérodynamique optimisé. Et ils acceptent ce sacrifice consciemment parce qu'ils savent que leurs clients apprécient d'autres choses. Le consommateur américain achète pour l'apparence imposante et la capacité de travail. L'aérodynamisme est au 3e ou 4e plan des priorités. L'Européen achète pour l'efficacité et les coûts d'exploitation. L'aérodynamisme est une priorité maximale dès la première esquisse du design. Nous arrivons à la moitié des 14 raisons pour lesquelles les voitures américaines consomment autant de carburant et continuent pourtant de se vendre par millions chaque année. Les 7 prochaines raisons approfondissent les aspects culturels, économiques et techniques qui expliquent ce paradoxe fascinant. Des réglementations gouvernementales à la psychologie profonde du consommateur, vous comprendrez pourquoi la logique américaine est fondamentalement différente de l'européenne. Nous continuons. Nous. Raison 7. Réglementation café moins stricte par catégorie. Ici, nous entrons en territoire politique et réglementaire. Corporate Average Fuel Economy, connu sous le nom de CAFE, régule la consommation moyenne de carburant de la flotte complète d'un fabricant. Mais voici le tour de passe-passe légal, les pick-up et SUV ont une classification séparée avec des standards significativement plus souples que les automobiles de passagers. Un véhicule classé comme « de travail » ou « commercial » est exempté des réglementations les plus strictes. Les fabricants exploitent habilement cette classification technique et légale pour vendre des pick-up à forte consommation sans faire face à des pénalités financières. C'est complètement légal et les fabricants l'exploitent au maximum. En Europe, les réglementations de CO2 et d'émissions s'appliquent à absolument tous les véhicules sans exception ni catégorie spéciale. Si un fabricant dépasse la limite établie, il paie des amendes millionnaires qui peuvent détruire les marges de profit de toute l'opération européenne. En Amérique, la réglementation permet structurellement que des véhicules imposants à forte consommation existent et prospèrent légalement. Le lobby de l'industrie automobile américaine est extraordinairement puissant à Washington.
Il protège agressivement les pick-up et SUV des réglementations qui menaceraient directement les ventes et les profits. En Europe, la pression environnementale des citoyens et la politique gouvernementale sont strictes. Il n'y a pas d'exception, pas de catégorie spéciale, pas d'échappatoire. Raison 6. Technologie hybride et électrique, adoption lente. Les fabricants américains ont mis des décennies entières à adopter sérieusement l'hybridation et l'électrification. L'Europe et le Japon ont pris une avance significative. La Toyota Prius révolutionnaire est sortie en 1997. En Amérique, Ford n'a eu un hybride véritablement sérieux qu'en 2005, 8 ans plus tard. La culture américaine a une méfiance historique envers les nouvelles technologies non testées et une forte préférence pour les moteurs traditionnels éprouvés au combat. Le V8 à essence traditionnelle fonctionne. Il est fiable, il est compris par n'importe quel mécanicien. Pourquoi changer pour quelque chose de compliqué et potentiellement problématique? En Europe, les réglementations gouvernementales strictes ont forcé l'innovation et l'adoption rapide de nouvelles technologies. L'infrastructure de recharge électrique en Amérique, même aujourd'hui, est significativement limitée par rapport à l'Europe ou à la Chine. L'anxiété liée à l'autonomie est absolument réelle, surtout dans un pays où conduire 300 km pour rendre visite à la famille est courant. Les pick-ups électriques promettent des capacités impressionnantes mais livrent des résultats décevants. Lorsqu'ils remorquent une charge réelle, l'autonomie s'effondre dramatiquement à 200 km ou moins. Le changement arrive enfin. Ford F-150 Lightning, rame électrique, Chevrolet Silverado, EV. Les fabricants américains investissent des milliards dans l'électrification. Mais l'adoption par le consommateur est lente et prudente. Le consommateur américain moyen est fondamentalement conservateur dans ses décisions d'achat importantes. Il préfère ce qui est connu et fiable, l'essence qui fonctionne toujours, plutôt que l'électrique qui semble encore expérimental et risqué. Raison 5. Distance et voyage moyen beaucoup plus grands. L'Américain moyen conduit environ 20 000 km par an. L'Européen moyen conduit 12 000 km. Cette différence de 8 000 km annuels est énorme et reflète des réalités géographiques fondamentalement différentes. L'Américain parcourt de longues distances quotidiennement comme faisant partie de la vie normale. Un trajet de 50 km dans une direction est tout à fait commun. En Europe, 15 km sont considérés comme un trajet long. La géographie de l'Amérique est vaste d'une manière que les Européens ne comprennent véritablement pas. Des villes séparées par des centaines de kilomètres, une suburbanisation extrême où vivre à 60 km du travail est normal et accepté. L'Européen typique vit relativement près de tout et le transport public est une option viable pour beaucoup de déplacements. En Amérique, la voiture est fréquemment la seule option pratique. Un trajet de travail quotidien de 80 km aller-retour est tout à fait commun au Texas, en Californie ou en Floride. Pour un Européen, c'est une folie insoutenable. Pour un Américain, c'est simplement la réalité quotidienne. Quand vous conduisez ces distances quotidiennement, l'efficacité énergétique absolue importe moins que le confort, l'espace et la fiabilité. La mentalité américaine valorise le temps comme la ressource la plus précieuse. Le confort du voyage, avoir de l'espace, pouvoir écouter de la musique sur un système de son premium, importe plus que d'économiser 3 litres de carburant. La mentalité européenne reconnaît que l'espace est limité, que les ressources sont finies, que chaque litre économisé compte. L'américaine opère à partir d'une mentalité d'abondance. L'espace est effectivement infini. La consommation est relative et acceptable. Raison 4. Culture de l'individualisme. Véhicule comme expression personnelle. En Amérique, la voiture n'est pas simplement un transport. C'est une extension fondamentale de votre personnalité, une déclaration publique de qui vous êtes, de ce que vous valorisez, de ce que vous avez accompli. En Europe, la voiture est principalement un outil de transport pratique pour aller d'un point A à un point B de manière efficace. Un pick-up énorme surélevé avec des pneus de 40 pouces dit à un Européen « Tu compenses quelque chose, probablement des insécurités masculines ». Pour un Américain, surtout dans les zones rurales ou suburbaines, cela dit « Je travaille dur, je suis capable, je valorise l'indépendance et la liberté » ou simplement « J'ai la liberté économique de choisir ce que je veux et j'ai choisi ceci ». Les modifications et la personnalisation sont une culture américaine profonde.
Des kits de levage qui surélèvent la suspension, des pneus énormes, des échappements bruyants d'après-vente, des habillages en vinyle, des accessoires infinis. La consommation de carburant augmente avec chaque modification, mais le propriétaire est véritablement fier du résultat. En Europe, modifier significativement sa voiture est rare, c'est fortement réglementé et illégal dans de nombreux cas sans approbation compliquée. Le véhicule est un symbole visible de succès dans la culture américaine. Grande maison, grande voiture, probablement un grand bateau aussi. En Europe, le symbole de succès sophistiqué est fréquemment une voiture efficace et petite comme une Mini Cooper Premium ou une Tesla qui démontre une conscience environnementale et un succès économique simultanément. Raison 3. Le marché de l'occasion retient sa valeur pour les pick-up et SUV. Un pick-up américain retient sa valeur de revente mieux que pratiquement n'importe quel autre type de véhicule sur le marché. Un Ford F-150 de 5 ans retient typiquement environ 60% de sa valeur originale. Une berline européenne équivalente retient peut-être 40% si elle a de la chance. Cette différence de 20 points de pourcentage est économiquement massive. La demande constante et forte pour les pick-up d'occasion vient de multiples segments. Des travailleurs de la construction qui ont besoin d'outils fiables, des fermiers et des éleveurs qui exigent une capacité de travail, des enthousiastes de plein air qui apprécient la capacité tout-terrain. Tous achètent des pick-up d'occasion spécifiquement pour travailler. La consommation de carburant est une considération secondaire. La capacité, la durabilité et la fiabilité sont les facteurs primaires de décision. La dépréciation lente signifie qu'acheter un pick-up neuf est un investissement financier relativement intelligent. Si vous achetez un pick-up neuf pour $50 000 et que vous le vendez dans 5 ans pour 30 000, vous avez perdu $20 000, soit 40%. Avec une berline européenne équivalente, vous perdez facilement 60% ou plus de la valeur, une perte de $30 000 sur la même période. Le marché de la revente robuste maintient les prix élevés même pour des véhicules avec un kilométrage élevé, et cela perpétue le cycle vertueux d'achat de pick-up neufs et d'occasion. La consommation de carburant n'est tout simplement pas un facteur significatif de décision au moment de l'achat car la valeur de revente compense tout coût additionnel de carburant durant la possession. Raison 2, marge de profit. Les fabricants gagnent des fortunes avec les pick-up. Un fabricant américain gagne entre 15 000 et 20 000 $ de profit pur pour chaque pick-up vendu. En revanche, une berline compacte génère environ 3 000 $ de profit. La différence est de 5 à 7 fois plus de profit par unité. La mathématique d'entreprise est brutalement simple et claire. Détroit donne la priorité absolue aux pick-up et SUV dans le développement, le marketing et la production. Le marketing massif et la publicité omniprésente sont concentrés presque exclusivement sur les véhicules à haut profit. La consommation de carburant est une externalité complètement acceptée dans la recherche de la maximisation du profit de l'entreprise. Les concessionnaires ont des incitations massives pour pousser les pick-up. Des commissions significativement plus élevées par vente, des financements plus longs qui génèrent plus d'intérêt, des accessoires et des ajouts qui multiplient les profits. Le consommateur moyen finit par acheter un véhicule plus gros que ce dont il a réellement besoin et par payer significativement plus qu'il ne le devrait. L'Européen achète ce dont il a besoin basé sur l'usage pratique. L'Américain achète ce qu'il veut basé sur le désir et l'aspiration. Et le fabricant encourage agressivement ce comportement. Le lobby politique à Washington protège farouchement les pick-up. Des réglementations favorables, des subventions indirectes à travers les classifications de véhicules commerciaux, une résistance à des standards d'efficacité plus stricts. L'industrie automobile américaine est littéralement construite sur les profits massifs des pick-up et SUV. Changer fondamentalement le modèle d'affaires ferait s'effondrer économiquement des régions entières du Michigan, de l'Ohio et d'autres États manufacturiers. Raison 1. Identité culturelle américaine, liberté de choix. Et nous arrivons enfin à la raison numéro 1, la plus profonde et fondamentale. Au cœur absolu de ce paradoxe se trouve l'identité culturelle américaine. La liberté de choisir et de consommer exactement ce que vous voulez sans que le gouvernement ne vous dise quoi faire. Le gouvernement européen régule, restreint, guide d'une main ferme. L'Américain insiste sur le fait que la liberté individuelle surpasse l'efficacité collective. Le pick-up n'est pas seulement un véhicule en Amérique. C'est un symbole puissant de la frontière américaine historique,
du pionnier qui a conquis un continent, de l'esprit indépendant qui rejette l'autorité externe. C'est la liberté d'aller où vous voulez, de faire ce que vous voulez, sans demander la permission à personne. Un Européen ne le comprend véritablement pas parce que ce n'est pas codé dans son ADN culturel historique de la même manière. La consommation élevée de carburant est vue et acceptée comme le prix inévitable de la liberté personnelle. L'Américain moyen le paie volontiers et sans ressentiment. L'Européen le voit comme une irresponsabilité environnementale et sociale. L'Américain le voit comme un droit inaliénable aussi fondamental que la liberté d'expression. Les réglementations gouvernementales et les restrictions de consommation de carburant sont fréquemment vues comme une attaque directe à la liberté personnelle dans la mentalité américaine. Pour un Européen, c'est une responsabilité environnementale et sociale de base. Pour beaucoup d'Américains, c'est une intrusion inacceptable du gouvernement dans des décisions qui devraient être complètement personnelles. La mentalité d'abondance versus rareté est fondamentale ici. L'Amérique a historiquement possédé des ressources naturelles abondantes, un espace géographique effectivement illimité, de l'essence bon marché dérivée d'une production domestique massive. L'Europe a des ressources limitées, un espace physique rare, une dépendance à une énergie importée chère. La mentalité européenne de conservation et d'efficacité versus la mentalité américaine de consommation et d'abondance. Le choc culturel est inévitable et profond. Cette raison numéro 1 explique pourquoi tous les arguments logiques sur l'efficacité, les coûts et l'environnement ne changent fréquemment pas le comportement d'achat. Ce n'est pas une décision purement rationnelle et économique. C'est une décision profondément émotionnelle et culturelle connectée à l'identité personnelle et aux valeurs fondamentales.